Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thierry de la Tour d'Artaise, le PDG du groupe SEB. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, ça fait longtemps qu'on voulait vous avoir. SEB évidemment, est-ce qu'il faut présenter SEB, leader mondial, géant français du petit électroménager, beaucoup de marques évidemment, Tefal, SEB, Reventa, Moulinex, coté à la Bourse de Paris, plus de 5 milliards d'euros de ce qu'on appelle de capi. Merci d'être là avec nous. Par quoi on commence? Pas par l'actualité, je voulais parler des vélos, on en parlera un petit peu après, vous allez vous lancer dans le vélo électrique. Mais tant que je vous ai sous la main, il y a ce chiffre, vous avez communiqué il y a ça quelques jours sur la perte de chiffre d'affaires attendue dans cette crise du Covid. Pour le groupe, sur le deuxième trimestre, 450 à 500 millions d'euros, avec un résultat opérationnel que vous attendez négatif. Ce sera le point bas. On se dit que là, ça y est, le pire, il sera sur le deuxième trimestre. Parce que les chiffres sont quand même conséquents. Hein. C'est pas une broutille, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Oui, effectivement, ce n'est pas une broutille, vous avez raison. Donc, ce sera bien sûr le point le plus bas. En fait, nous avons effectivement démarré cette crise du coronavirus dès janvier avec la Chine, puisque vous savez que la Chine est notre premier marché, donc c'est évidemment un pays très important pour nous. Et donc, nous avons bien sûr souffert dès le mois de janvier-février. Premier marché, je vous coupe, pardon, premier marché, c'est-à-dire c'est combien des ventes du groupe SEB au sens large, la Chine? C'est à peu près 25% du chiffre d'affaires du groupe, puisque nous avons, depuis l'acquisition que nous avons faite il y a une dizaine d'années de la société Support, nous sommes le leader chinois de ce qu'on appelle les articles culinaires, donc les produits non électriques, comme les wok, les poêles ou autre chose, et numéro 2 des produits électriques. Donc on a une position tout à fait forte, et bien sûr nous avons été affectés par le coronavirus dès qu'il a démarré en Chine. Mais à l'inverse, nous voyons bien que depuis maintenant plusieurs semaines, et même peut-être un mois, la consommation est repartie en Chine. Et vous voyez, sur le mois d'avril, pour la première fois, on a retrouvé les niveaux de l'année dernière. Donc c'est une note d'optimisme, j'espère. Ah ouais, non, mais attendez, c'est intéressant. Au mois d'avril, alors ils ont déconfiné eux 2 mois. Donc en 2 mois, il a fallu 2 mois en Chine pour retrouver les niveaux de vente pré-crise. Voilà. C'est l'information qui, moi, me paraît intéressante. C'est qu'effectivement, on a vu alors un confinement extrêmement strict, violent, strict, comme vous le dites, avec les fermetures d'usines tout en même temps, et puis une fermeture de l'usine de la ville de Wuhan, où nous avons d'ailleurs une usine qui a duré beaucoup plus longtemps, près de 2 mois. Mais par contre, effectivement, un redémarrage de la consommation, avec évidemment principalement une consommation online, des ventes online beaucoup plus importantes que d'habitude. La moitié de vos ventes en Chine se font sur Internet, j'ai vu. Oui, tout à fait. Et je dirais même que c'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors ça, c'est structurel pour la Chine, mais je dirais même que sur ces dernières semaines, on est sans doute beaucoup plus près de 70% de ventes online que de 50%, parce que le commerce classique a encore un petit peu de mal à redémarrer parce que les gens ont une certaine appréhension. Ça donne quoi justement? C'est intéressant ça pour le coup. Ça donne quoi sur les autres 50% qui se font en commerce classique? Quand on dit que les ventes ont repris, c'est grâce à la montée en puissance encore une fois des ventes digitales ou qu'est-ce qui se passe côté ventes physiques, ventes en magasin? Alors les ventes en magasin sont encore largement inférieures à l'année dernière. On est peut-être encore à moins 20, moins 25. Mais vous voyez que le online compense, ce qui montre d'ailleurs le poids que ce segment de distribution a pris en Chine. Et je pense que ça perdurera, ça paraît évident. Ouais, mais c'est là, on se dit que c'est pas, Thierry de la Tour d'Artaise, c'est que c'est pas reproductible en France, parce qu'en France, je sais pas quel est le poids des ventes sur Internet, mais le poids en consommation physique est beaucoup plus important. Donc on se dit qu'il y aura une inertie, enfin que la remontée sera plus lente qu'en Chine. Oui, peut-être, mais j'observe néanmoins que pendant toute la période du confinement, où vous savez qu'en fait on a fonctionné sur seulement 2 pieds, les hypermarchés et les ventes online. Et donc on voit bien que pendant toute la période du confinement, les ventes online ont progressé de façon extraordinaire, non seulement bien sûr chez les pure players, malgré l'arrêt temporaire d'Amazon en France, mais également chez les click and mortar, que ce soit snackdarty.com ou Boulanger ou d'autres. Donc non, même en France, on a vu une progression extrêmement forte des ventes en ligne, et je pense que ça durera là aussi. Mais vous avez raison, la part des ventes en réseau classique étant plus importante,
on aura moins cet effet qu'en Chine. Ouais. Vous évoquiez Amazon, je ne comptais pas en parler, mais c'est intéressant quand Amazon ferme ses usines pour les rouvrir au final, mais pendant plusieurs semaines. Vous le ressentez, vous, dans vos ventes? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous l'avons ressenti, oui, bien sûr, parce que, comme je vous le disais, c'était un des deux créneaux de distribution ouverts, le online, et donc, bien sûr, quand un acteur majeur comme Amazon disparaît du paysage pendant quelques jours ou semaines, ça se traduit, bien sûr, par une baisse de nos ventes, c'est clair. Sur 2020, j'ai récupéré ça, vous espérez, enfin, idéalement, une chute des ventes. Enfin non, pardon, c'est les analystes, c'est le chiffre que j'ai eu, c'est les analystes qui attendent un recul de vos ventes de 9% sur 2020. Vous pensez, ça vous paraît jouable? Vous, il n'y a pas de visibilité? Vous pourriez éventuellement faire mieux au regard des clignotants plutôt dans le vert, on va dire, en tout cas pour la partie digitale en Chine? Je crois qu'il faut être tout à fait honnête. Ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on voit en ce moment, et on voit un redémarrage de la consommation. La question évidente, c'est que dans le deuxième semestre, y aura-t-il... alors certains parlent de nouveaux reconfinements ou autres. Bon, ça, c'est des hypothèses qu'on ne peut pas prendre. Nous, on prend l'hypothèse que la situation va se normaliser, et auquel cas, on pense avoir un deuxième semestre qui sera beaucoup plus proche des niveaux de l'année dernière que de ce qu'on a pu connaître en début d'année, et donc une baisse de notre chiffre d'affaires qui serait fondamentalement liée au premier semestre. Donc effectivement, donc c'est acté. Ce qui est acté, c'est qu'il y aura une baisse du chiffre d'affaires. La question, c'est de savoir si elle sera un ou deux chiffres. Vous l'espérez un chiffre? Non, bon, nous, on est parti sur des hypothèses qui seraient plutôt de l'ordre de 10%. Maintenant, 9, 10, 12, on n'en sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, si vous voulez, c'est que ce sera une année par définition difficile. Elle le sera pour beaucoup de monde. Je pense qu'elle le sera peut-être moins pour nous parce que on est par expérience dans un métier assez résilient quand même, parce que les consommateurs, on le voit bien, dans période de crise, ils restent un peu plus à la maison, et finalement, quand ils restent un peu plus à la maison, ben, ils achètent nos produits, soit pour se faire des bons petits plats avec du fait maison, soit on n'a jamais vendu autant de yaourtières et de robots ménagers qu'en ce moment. C'est vrai que je vous confirme, Thierry de la Tour d'Athènes, chez moi, il y a eu des yaourts qui ont été faits. Je ne sais pas si c'était avec un produit de chez vous, mais il y a eu des yaourts. Voilà, et vous savez, le prix moyen de nos produits est de 50 €. Ouais. Donc, en général, les consommateurs reviennent assez vite parce que justement, c'est l'occasion de se faire un petit plaisir pour moins cher qu'un réfrigérateur ou autre. Donc, moi, je suis plutôt optimiste. Donc, l'année sera difficile, mais bon, nous repartirons. Ce n'est pas la première crise que nous traverserons. Ce n'est pas la dernière. Et on continuera à aller de l'avant, et sans obérer, bien sûr, toujours notre vision du long terme, parce que c'est la chance que nous pouvons avoir. C'est qu'ayant un actionnariat stable, nous ne raisonnons jamais à très court terme, mais toujours sur le long terme. Bon, sur la France et au-delà de la France, là, vous êtes présent. On parlait de la Chine, 25% du chiffre d'affaires. Il faudrait me dire un peu la France et le reste, ce que ça pèse. Mais au-delà de ça, au-delà de cette question-là, des confinements, voilà, qu'est-ce qui se passe en termes de vente, encore une fois, en Europe, en France, sur le digital, en magasin, depuis maintenant une dizaine de jours? Alors peut-être déjà c'est un trop point, tôt, peut-être. Le bon côté, vous voyez, pour montrer un petit peu l'évolution de la crise, on a eu à une période sur 42 usines que nous avons dans le monde. Ouais. Nous en avions pratiquement 35 ou 36 de fermées au pire de la crise. Aujourd'hui, nous avons quasiment toutes nos usines de réouvertes. Je crois que les deux seules qui ne sont toujours pas ouvertes, c'est au Brésil, où là, effectivement, la situation est quand même plus compliquée. Après, donc, la question, c'est de savoir à quel rythme, à quel régime elles tournent, ces usines. Non, au-delà du fait qu'elles soient ouvertes. Oui, non, mais quand je parle d'usine ouverte, elle tourne, je dirais, à des niveaux à plus de 60%, donc 70%. Donc, elle tourne bien. La consommation a, je vous le dis, repris dans beaucoup de pays, ce qui ne veut... Alors, avec des différences dans certains pays, par exemple en Allemagne, où nous avons un important réseau de distribution en propre. Nous avons nos propres magasins, notamment sous marque VMS, la société allemande que nous avons acquise il y a 3 ans. Tous ces magasins sont réouverts et on note un trafic assez bon, avec en plus un panier moyen qui est même supérieur à celui qu'on avait avant la crise, donc qui nous fait dire que les consommateurs ont envie d'acheter. Donc ça va repartir à peu près partout. Et la France? Les zones les plus difficiles resteront bien sûr, je pense, l'Amérique latine, notamment le Brésil, qui paraît dans une situation très compliquée. Et sur la France? Qu'est-ce qu'on peut dire là, depuis maintenant 10 jours? Sur la France, ça redémarre plutôt bien. Ouais. Au-delà de vos attentes? On est très prudent, donc on n'avait pas beaucoup d'attentes, on se demandait ce qui allait se passer, mais non, je crois qu'on voit effectivement une bonne tendance de reprise de la consommation, et toujours d'ailleurs dans les produits
liées au homemade. On a vendu aussi beaucoup de tondeuses, comme vous pouvez l'imaginer. Mais aussi des Les produits qui aspirateurs. sont achetés aujourd'hui sont toujours les mêmes que, encore une fois, pendant le confinement, les yaourtières, la tondeuse, ou c'est en train de revenir un peu là aussi à la normale? Ça s'élargit un petit peu, mais il y a encore beaucoup de robots, notamment. On sent que le déconfinement n'est pas totalement, n'est clairement pas terminé. D'ailleurs, nous-mêmes, nos bureaux ne sont ouverts nous tournons notre bureau, notre siège à Lyon est ouvert, mais nous n'avons que 25% des effectifs. Donc on voit que les gens sont encore beaucoup à la maison et donc on n'est pas totalement sorti du style de consommation du confinement. Sur le retour à la normale, tout le monde s'excite, enfin, tout le monde a envie de savoir, tous les économistes, les experts, à quand retrouver le niveau, encore une fois, pré-crise en France. En France, ça serait quoi? C'est quelque part en 2021 plutôt? Oh, moi, j'espère que sur le second Ou semestre, avant? nous aurons retrouvé un niveau équivalent l'année dernière. En tout cas, c'est ce que nous allons nous employer à faire à travers, bien sûr, des lancements de nouveaux produits, car nous n'avons pas baissé la garde en R&D, et donc nous avons des nouveaux produits Quoi, à par exemple? lancer. Nous Thierry de la avons... Tour d'Artaise, quoi comme nouveau produit? Bah ça, Donnez-nous envie, hein. mais non, je ne dis jamais les nouveaux produits, mais rassurez-vous, il y en a dans toutes les catégories, Ouais. et notamment dans le repassage avec les défroisseurs, dans les robots chauffants, donc dans toutes les catégories, et bien sûr tout ce qui est préparateur culinaire électrique qui permet de réussir des recettes à coup sûr. L'innovation, donc des nouveaux produits, dans cette crise, comment est-ce qu'on gère un groupe comme ça, qui est une success story, encore une fois, un acteur français dans le petit électroménager, c'est vrai que qui l'eût cru, enfin voilà, qu'avec la compétition en Chine, tous les acteurs émergents, qu'on ait un Oui. leader français. Euh, voilà, comment est-ce qu'on gère un groupe? Il a fallu continuer à innover. Il faut aussi serrer les boulons. Vous avez dû serrer les boulons, j'imagine aussi. Oui, bien sûr, on a bien sûr serré les boulons, mais je crois d'ailleurs que ça restera peut-être comme enseignement de cette crise, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'a quasiment pas voyagé, mais on a quand même réussi à échanger et à retrouver. Vous voyez, au début de la crise, nous parlions avec nos Chinois tous les jours pour leur souhaiter bon courage. Après, c'est eux qui nous appelaient parce qu'ils étaient sortis, nous, dans la NAS. Ça ne nous a pas empêché de travailler dans tous ces temps. Et une fois, je trouve qu'il faut garder la tête froide, de Ça veut dire qu'il y a des notes de continuer. restaurants, des voyages superflus, c'est ça que vous nous dites? Mais je pense qu'on pourra effectivement trouver une façon de travailler un peu plus frugale, sans que ce soit non plus dramatique. Mais oui, bien sûr, on a appris des choses. On s'est rendu compte qu'il y a des choses où on peut gagner du temps, peut-être faire qu'on fait peut-être trop de choses en même temps. Donc, on essaiera bien sûr de tirer tous ces enseignements une fois qu'on sera Ouais. revenu au bureau. Mais il y aura certainement à apprendre. Je crois mais moi, ce que je retiens de chaque crise, c'est que il faut faire des économies. Il faut bien sûr serrer au maximum les coûts, mais il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est opérer le futur, parce que ça, on le paye très cher. Donc, nous n'avons évidemment pas pris aucune décision qui consisterait à réduire les investissements pour le futur. Ça doit rester parce que il y aura un après-crise, et ce jour-là, la différence se fera avec ceux qui auront préservé leurs moyens et ceux qui ne l'auront pas fait. En Ça, quoi il y c'est ce aura que un je avant? pense. En quoi il y aura un avant et un après? Ou pas d'ailleurs, c'est une question très française, l'avant, l'après, le monde d'avant, le monde d'après, dans le groupe SEB. Je pense au Bon, télétravail, mais il n'y a pas que ça, hein. Je pense au télétravail. Est-ce que ça a été expérimenté à grande échelle? Est-ce que, voilà, avec des économies d'ailleurs sur les locaux au passage, mais est-ce qu'il y a peut-être une façon de s'organiser, de travailler oui, qui, oui, non, qui- mais, qui va mais changer? c'est un très bon exemple. Nous avions nous-mêmes défini un certain nombre de postes avec nos partenaires sociaux il y a 2 ans, des postes qui pouvaient faire l'objet d'un télétravail. Je pense qu'à l'expérience, vu qu'on n'a pas eu le choix de fonctionner comme cela, et non pas un jour par semaine, mais 5 jours par semaine pendant plusieurs semaines, on s'est rendu compte, à l'évidence, il y a des postes auxquels nous n'avions pas pensé pouvoir être traités en télétravail et qui peuvent l'être. Donc ça nous amènera évidemment à revoir notre système. Alors, est-ce que ça éliminera tous les bureaux? Ça, je ne pense pas. Je crois encore beaucoup au travail collectif, mais il y aura évidemment une réappréciation de la situation, plus de gens en télétravail, et qui ira tout à fait dans le sens de gain de temps et d'amélioration de la vie quotidienne. Après, il faudra faire, je ne crois pas au grand mouvement de balancier, mais je crois en revanche fortement aux évolutions, et on les verra très certainement. Petite question, parce que je n'ai pas la réponse. Sur les 42 sites dans le monde, parce qu'il y a ce qu'on peut faire en télétravail, puis quand il faut aller à l'usine, il faut y aller physiquement. Ah Euh, oui, ça oui. Combien il y a d'usines en France, chez vous? Nous avons 11 usines en France.
C'est génial de se dire que sur 42, donc ça fait un bon quart, on peut encore être Ah un oui. acteur du petit électroménager, être français et avoir un quart de ses usines en France. Bah, écoutez, nous, on y Non, ça vient croit. clouer le bec Alors, à beaucoup de déclinistes aussi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. oui, oui, mais en tout cas, bon, nous, on se bat parce qu'on est des industriels dans l'âme. On pense qu'on a en France des salariés, que ce soit des ingénieurs en développement produit, en industrialisation ou en fabrication. On a des compétences absolument incroyables. Alors, je crois qu'il y a une reste qui est simple, c'est qu'il ne faut pas rêver non plus. On ne peut plus fabriquer en France ou en Europe des produits, je dirais, très simples, parce que cela, le prix de vente publique ne permet pas d'avoir des coûts de revient européens. Ouais. Mais en revanche, il faut concentrer les sites sur des produits à forte valeur ajoutée. Lesquels? Et là, Lesquels? on peut y arriver. Par exemple, ce sont nos friteuses sans huile, les robots chauffants, Attendez, sans aucune les huile? générateurs de Zéro huile? vapeur. Pardon? Zéro huile? Oui, oui, oui. Bah, c'est Avec, immangeable. Non, c'est vraiment, c'est ben, bon. Une non, frite non. sans huile, c'est bon. Alors, une frite sans huile, c'est bon parce que enfin, sans huile du tout, c'est si vous prenez des frites surgelées parce qu'il y a eu un tout petit peu d'huile dans la pré-cuisson. Et sinon, vous rajoutez pour des pommes de terre fraîches une cuillère à huile et ça suffit pour faire des frites. Mais c'est 8 ans de travail. Vous pourrez faire tourner une pale qui retourne chaque frite pour qu'elle ait le minimum d'huile nécessaire pour qu'elle soit grillotée. Parce que évidemment, il faut qu'elle soit Ouais. croquante, sinon c'est pas bon. Ouais, Et évidemment. avant tout, nous, dans les métiers, il Vous faut aimez les que... frites, vous, Thierry de la Tour d'Artaise? Moi, j'adore les frites. Bon, à part les friteuses, à part la friteuse sans huile, il y a quoi qui est produit en France? Alors, tout ce qui est générateur de vapeur et défroisseur, vous savez que c'est la grande mode maintenant, c'est le défroissage. Donc, on peut défroisser un costume, une jupe en quelques secondes. C'est bien sûr tout ce qui est préparation des aliments, les cafetières à café automatique, qui sont des produits aussi à forte valeur ajoutée, notre cuiseur vapeur Cookéo qui cuit et qui vous donne les recettes et qui peut piloter la machine pour que vous ratiez rien. On fabrique énormément de produits en France. Et d'ailleurs, il y a un nouveau produit que vous avez fabriqué en France, c'est la transition est toute faite, merci. C'est le vélo Voilà. électrique. Vous vous lancez, Seb se lance dans le vélo électrique, on l'a su ce week-end. Donc, ce sont Oui, tout à fait. vos ouvriers donc, qui ont fabriqué, ben, c'est les mêmes usines que celles qui fabriquent les friteuses sans huile, je crois, qui vont Exactement. assembler tout ça. Premier modèle livré en juillet. Oui. C'est quelque chose que vous aviez en tête déjà, le vélo électrique. Vous êtes dit, avec cette crise-là, c'est l'occasion d'accélérer. Seb qui fait du vélo électrique, pourquoi pas d'ailleurs? Oui, pourquoi pas? Ben, d'abord, pourquoi pas? Parce que c'est oui. Bon, nous sommes notre mission, telle que nous l'avons définie il y a très longtemps, c'est de simplifier et embellir la vie quotidienne des consommateurs du monde entier. Bon, la vie quotidienne, elle évolue parce que la façon de vivre évolue. Nous parlions des frites. Après la guerre ou la Seconde Guerre, c'était des friteuses qui étaient avec des grandes bassines et toute la fumée partait. Bon voilà, on a inventé la friteuse sans odeur. Puis après, la nutrition a fait que les désirs de nutrition ont fait qu'on a inventé la friteuse sans huile. Donc la méthode, le mode de vie des personnes évolue. À nous de leur proposer des produits qui correspondent à cette évolution. On est évidemment aujourd'hui dans une évolution du mode de vie vers la mobilité. Tous les jeunes se promènent avec leur mug ou leur thermos à la main, avec leur boîte de conservation parce qu'ils emportent leur repas au bureau. Nous sommes déjà dans ces produits et nous avons notamment fait une acquisition en Allemagne il y a 2 ans pour servir ce marché de la mobilité. Donc quand on a vu Marc Simoncini et son projet de vélo électrique, on a pensé que nous étions très clairement dans une évolution du mode de vie et que nous savons dans nos usines fabriquer ce genre de produits parce que c'est très technique, donc c'est ce qu'on aime. C'est compliqué, c'est de la forte valeur ajoutée, donc ça peut être pérenne en France. Et on s'est dit que ça correspondait tout à fait à notre mission. Et donc, Donc fallait y aller. fabriqué, assemblé en France, mais avec des composants, j'imagine, qui pour le coup sont étrangers, ou le Non, moteur, la non, nous aurons. batterie. Non, oui. Alors la batterie, ça viendra bien sûr de Ouais, Chine parce qu'on ne trouve pas de batterie en Europe, hein, tout ouais. bêtement. Mais le moteur, par Mais contre, 65% de tout ce qui est pièces vient de France. Donc c'est un vélo. C'est pas un vélo assemblé en France. C'est un vélo dont la création de valeur ajoutée a lieu en France. vélo de gamme, on sera, parce que j'ai vu les prix, On enfin, sera à 2600, 2700 euros. donc Donc c'est du on haut de sera gamme. plutôt haut de gamme. Les Allemands peuvent être parfois à 5000, donc on ne sera pas dans le top, mais on sera
donc bien positionné, et on ne sera pas non plus à 700 € comme certains vélos qui viennent de beaucoup plus loin. Mais donc je pense qu'on sera au bon positionnement prix pour pouvoir fabriquer en France et préserver l'emploi et utiliser ce savoir-faire de nos usines. Parce que c'est quand même nous, vous savez, nous sommes nés il y a 163 ans en France, en Bourgogne, et donc on aime ce territoire et on essaye toujours de garder l'industrie en France. Avec une ambition de vendre aussi ces vélos électriques au-delà de la France? Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr, la France est le premier pays parce que c'est logique, mais bien sûr, nous allons je pense qu'il y a dans tous les marchés européens et voir d'autres marchés. On a parlé des États-Unis, donc non, bien sûr, nous, vous savez, nous sommes mondial, donc la France ne représente que. Ah oui, j'ai pas eu mon chiffre. J'ai pas eu mon chiffre. Le poids de la France, c'est combien? Alors, le poids de la France, c'est à peu près 12%. Donc moitié moins que la Chine. Donc ah oui, c'est beaucoup moins, c'est la moitié de la Chine. Ouais. Donc nous ne pouvons penser que international bien sûr et dans le monde entier. Alors on va démarrer bien sûr parce qu'on a d'abord des limitations de production. On se lance, donc on va démarrer graduellement. Mais oui, ces produits ont vocation à être vendus dans beaucoup de pays. 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le groupe SEB. Les vélos, ça restera à la marge ou il y a une vraie ambition que ça pèse? Ah ben non, mais j'espère que ça pèsera. Maintenant, vous l'avez dit, dans le chiffre d'affaires, si on fait 20 millions la première année, donc... non, mais au-delà, on se place dans le long terme, on a dit, Thierry Lartour d'Arthez. Hein. Tout à fait, on se place dans le long terme. Donc non, moi je crois que c'est une activité tout à fait qui ne sera pas une passade. On est vraiment dans des changements de vision de la mobilité et je pense que ça sera très clairement pas quelque chose on en parlera dans quelques années et j'espère que je pourrai en parler avec vous avec des volumes importants. Je vous le souhaite. Premier modèle livré, ce ne sera pas un vélo SEB, hein, c'est en juillet, ce ne sera pas un vélo SEB. Ça sera un vélo qui portera la marque de Angel Bike, qui est cette marque. Mais vous savez, nous avons beaucoup de marques et celle-ci, c'est une marque qui est importée, enfin, qui est la marque qu'avait créée notre partenaire, donc il est bien normal. Marc Simoncini, absolument. Voilà. Il nous reste 30 secondes juste, double question, Thierry Lartour d'Arthez, on est sur Boursorama. Le titre résiste assez bien, 110 € aujourd'hui à Bourse de Paris, moins 15% depuis le début de l'année. Comment vous expliquez cette bonne résistance? Et est-ce que, avec une capi de plus de 5 milliards d'euros, il y a des opportunités, vous scrutez les opportunités de croissance externe? Alors deux choses, bon, j'appartiens pas forcément au président de commenter son cours de bourse, mais disons que nous étions à 160 il y a quelques mois. Voire même 170, j'ai vu. Voilà, donc ça c'est plutôt le genre de cours qui me paraîtrait refléter la position du groupe. Maintenant, il est vrai que comme nous sommes très présents en Chine, dès qu'il y a quelque chose en Chine, il nous arrive de perdre un peu, mais oui, on a quand même tenu correctement dans la crise, mais j'espère qu'on remontera très fortement. Et deux, est-ce qu'il y a des opportunités? Vous parliez d'acquisition, j'imagine? Oui. Oui, bien sûr, il y aura des acquisitions. Vous regardez déjà ou c'est trop tôt? Oui, bien sûr. Il y avait des dossiers qui étaient déjà en cours avant la crise, donc on n'a pas arrêté de regarder. Les très grosses choses, on va peut-être un petit peu attendre parce que c'est compliqué d'acheter des sociétés qui elles-mêmes ont toutes perdu 15, 20% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est compliqué en termes d'estimer combien il faut. Est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que ça va perdre pendant longtemps? Donc on va être prudent. Mais oui, il y a des dossiers et je pense que certains sortiront même dans les mois qui viennent. Donc boursièrement, fini là-dessus, vous vous en sortez bien? Pardonnez-moi? Boursièrement, vous vous en sortez bien, c'est ce que même si vous estimez que ça vaut plus 160, le point oui, haut que 110 aujourd'hui? C'est vrai qu'on a bien tenu sur le fond, récemment notamment, mais oui, j'espère que nous pourrons, les gens réaliseront que notre remontée justifie que ça se retrouve dans les cours, mais c'est à nous d'y travailler. Et je peux vous dire que toutes les équipes sont mobilisées pour cela. Eh ben, je vous laisse y retourner. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thierry Lartour d'Arthez, PDG donc, du groupe SEB, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.